Est-ce que c'est un atout pour une presse plus agile au service de ses lecteurs? Alors, pour me présenter, je suis Eric Frances, directeur commercial d'Expert.ai, et je serai accompagné de Yann Cameron, qui est notre expert du secteur de la presse. Donc, je le laisserai se présenter, mais il a une expérience assez longue dans le secteur pour avoir travaillé pour de grandes agences et de grands acteurs de la presse. Et il nous a rejoint il y a quelques années pour nous aider à aider nos clients. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une présentation rapide de ce que nous faisons. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels européen. On a démarré notre activité en Italie. Aujourd'hui, on est plus de 350 employés répartis à travers le monde. Et nous éditons une plateforme dédiée à la compréhension du langage. Donc, ce qu'on appelle en intelligence artificielle le NLU. Donc, pour Natural Language Understanding. Et on a innové pour pouvoir permettre à nos clients d'utiliser le meilleur de l'intelligence artificielle, quelles que soient les techniques choisies, pour pouvoir essayer d'imiter la capacité humaine de lire et de comprendre toute information textuelle. Alors, on a eu le plaisir d'accompagner bon nombre de clients dans leur projet, donc que ce soit dans l'assurance, en aidant par exemple AXA XL à analyser des rapports de risque pour aider des personnes à prendre des décisions importantes sur des polices d'assurance, puisque en fait AXA XL assure des biens, des bâtiments, des infrastructures, et donc les rapports de risque sont très importants pour eux pour évaluer la police d'assurance, et donc on les accompagne, et vous pouvez voir qu'on a obtenu des résultats probants en termes d'amélioration. Dans la presse, on travaille avec bon nombre d'acteurs, donc Yann vous en parlera plus précisément, donc je ne vais pas le faire. Par contre, on travaille aussi avec un écosystème de partenaires pour pouvoir justement leur permettre d'aligner la technologie avec vos besoins. Alors, je parlais d'hybride et de combiner. Donc, l'idée, c'est de pouvoir combiner une approche qui est sémantique, qu'on appelle le symbolique, d'accord, qui va permettre de décrire une connaissance de langage, a priori, via ce qu'on appelle un graphe de connaissance, et des algorithmes qui vont permettre de comprendre, détecter et corriger, enfin, comprendre les ambiguïtés qui peuvent être dans le texte. Donc, essayer de lire entre les lignes, parce que c'est vraiment la complexité qu'il y a dans le langage, et bien entendu, combiné avec ce qu'on connaît de l'IA, qui est le machine learning, qui a de grands avantages, mais par contre a du mal à lire entre les lignes, puisque on applique des modèles mathématiques à un langage qui n'est pas forcément tout le temps mathématique. Et donc on appelle ça l'hybride. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner la capacité d'utiliser toutes les techniques disponibles pour pouvoir adresser le plus de use cases possible et d'obtenir la meilleure performance, les meilleurs résultats que vous allez pouvoir opérationnaliser. Parce qu'on peut toujours essayer d'extraire une information d'un document, mais extraire les bonnes informations de façon consistante dans un corpus documentaire large, at scale et avec des performances, et potentiellement des clients derrière, c'est une autre ambition. Alors, quelques applications pratiques. L'idée dans votre métier, bien entendu, c'est d'acquérir de l'information. Donc là, l'IA va pas forcément aider, l'IA appliquée au texte va pas forcément aider. Par contre, l'IA va aider à analyser ces contenus, les disqualifier s'il y a besoin de disqualifier, et les contenus qui restent, de les classifier. Et là, très important, si vous voulez automatiser, il faut que la machine soit capable de les classifier correctement, d'identifier les sujets correctement, de quoi le document parle. Et là, c'est le vrai challenge. Classifier, c'est facile, bien classifier, c'est une complexité. Bien entendu, une fois qu'on a ces documents qui sont bien rangés, il va falloir les utiliser, donc pouvoir les chercher, ça c'est une première étape, mais aussi pouvoir extraire de l'information. Et donc, pour la corréler ou pour aider à écrire des articles, par exemple. Construire une base de données d'informations pour être utilisée ultérieurement. Dernier point, écrire des synthèses sur ces contenus, s'ils sont importants, peut permettre d'accélérer la mise à disposition, le partage, et donc permettre à des personnes qui veulent consommer ces documents d'avoir une prélecture, et donc soit d'avoir déjà l'information qu'ils recherchent dans cette synthèse, ce qui arrive rarement, mais au moins d'être sûr que quand ils vont s'engager dans la lecture de ce document, ce document est approprié. Alors, processus de création de contenu, c'est un processus assez connu. Vous avez des sources de données, que ce soit votre base de données d'articles ou des abonnements à des sources de données.
vous allez stocker ces informations dans votre système d'information. Et le créateur de contenu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord regarder dans son existant s'il y a des articles, des contenus qui concernent le sujet qui l'intéresse, sur lequel il a envie d'écrire quelque chose. Donc ça prend déjà un peu de temps parce qu'il faut faire une recherche. Et si vous avez plusieurs types d'assets, il faut chercher plusieurs fois. Derrière, deuxième source d'information, ça va être d'aller chercher des informations disponibles en public. Donc ça va être aller notamment sur des blogs, aller notamment sur, sur des sites d'information tierces, ou peut-être sur les réseaux sociaux, tout dépend. Et puis ça peut avoir différents formats, on peut avoir du Word, on peut avoir des Excel, on peut avoir des PowerPoint. Donc il va falloir consolider toutes ces informations-là. Et dernier point, il va falloir créer l'article, donc le journaliste va faire une synthèse et va écrire l'article. Bien entendu, le publier. Alors, quand on va le publier, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien entendu le classifier aussi et le ranger dans la base d'articles. Une chose qui n'est pas marquée ici, c'est que si vous n'avez pas un système de tagging automatique, le journaliste va être obligé de taguer son article aussi pour pouvoir le ranger comme temps. Et ça prend du temps. Alors, la question, c'est, dans un processus qui est assez manuel, avec beaucoup d'opérations, comment on peut accélérer la production d'articles, être au plus proche de l'événement, être le premier à communiquer sur le sujet, détecter des tendances aussi, pour pouvoir prendre des décisions. Comment améliorer la pertinence, avoir les bonnes sources pour pouvoir écrire le bon article, faciliter le travail des journalistes et surtout les mettre dans des bonnes conditions de travail. On est dans de la création, donc plus on va les aider, au mieux la qualité de la production va être améliorée. D'autres points, et si je peux me permettre de synthétiser en une phrase, c'est comment produire plus de contenu, plus pertinent, plus adapté, de façon systématique au service des lecteurs. Alors, si on met des principes d'automatisation et qu'on essaye d'augmenter le processus de création, on va toujours partir des mêmes sources et des mêmes articles, et on va appliquer l'intelligence artificielle pour pouvoir classifier de façon systématique les documents. Et systématique, c'est important. Quand vous avez des personnes qui annotent les documents et qui créent de la métadata, si vous avez plusieurs personnes, elles vont annoter et créer de la métadata à leur façon. Donc c'est compliqué de voir, on va dire, un plan de tagging qui soit cohérent quand on a de l'humain qui agit sur beaucoup de documents, parce qu'on est sur une tâche assez répétitive. Donc ça dépend aussi de l'état de fatigue et de plein de paramètres qui font que le plan de tagging peut être mal appliqué ou alors diverge un peu. Donc, on va permettre aux créateurs de contenu d'accéder à l'information plus rapidement possible. Et dans cette phase où on va chercher des informations externes, en fait, on va la ramener ici, on va appliquer les mêmes techniques sur le contenu externe. Donc, du coup, on va gagner du temps puisque ça fait en amont et la recherche sera unique. Alors, j'ai été obligé de le faire ici pour des raisons de slide. Mais l'idée, c'est vraiment de concentrer toute la phase d'analyse en amont pour que le créateur ait toutes les informations à disposition dans son interface d'édition tout de suite. Donc, on va faire gagner du temps sur cet aspect. Bien entendu, plus d'informations, mieux ciblées, plus pertinentes, on va pouvoir aussi accélérer la création du contenu. Et derrière, automatiquement, on va intégrer l'article dans la base d'articles avec le bon plan de tagage, puisqu'on va le réappliquer comme aux autres contenus. Et donc, du coup, on gagne en pertinence et la boucle est bouclée. Alors, chose importante, c'est qu'à partir du moment où on est systématique et qu'on a un plan de classification qui est automatisé, on peut le faire évoluer facilement, parce que c'est une gouvernance qui se met en place. On a des outils aussi qui permettent de les faire évoluer. Et donc, derrière, vous pouvez créer une expérience de navigation ajustée, personnalisée pour vos lecteurs. Vous êtes capable de retrouver de l'information, mais vous êtes capable aussi de la présenter de façon pertinente. Donc les bénéfices, classification automatique, collecte automatisée des sources et délai de publication plus court. Alors, les bénéfices obtenus aussi, augmentation de la production. Alors là, on ne rentre pas dans le système de dire on va faire plus de cadence, mais comme on a plus de temps, on peut en produire plus de qualité. Et donc, plus de contenu dit
potentiellement plus de revenus, ou au moins plus d'audience. On va pouvoir extraire de façon automatique, donc on va réduire les coûts de production, on va harmoniser les ressources. Et il y a un point important, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, on a le moteur d'analyse sémantique sur lequel vous allez pouvoir capitaliser pour créer votre champ lexical, donc c'est votre connaissance, et que vous allez pouvoir appliquer à tous les documents, donc vous allez retrouver les informations pertinentes pour vous. Et donc ça, c'est un point important. En machine learning, on ne développe pas de connaissances. Alors, l'avantage de pouvoir combiner, on va dire, le sémantique avec le statistique aussi, c'est que le sémantique va pouvoir aider à accélérer le machine learning, et le machine learning va pouvoir aider à augmenter la connaissance. Donc on a une boucle vertueuse aussi à pouvoir combiner ces deux techniques d'intelligence artificielle. Alors, je vais laisser la parole à Yann, qui va se présenter et qui va vous guider dans quelques cas clients importants pour nous, nord-américains. Donc, la présentation sera faite en franglais, il est canadien, il comprend très bien le français. Maintenant, il sera sûrement plus à l'aise dans certains moments de la présentation en anglais. Si vous avez des problèmes quelconques de compréhension, n'hésitez pas, je reformulerai si besoin. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Yann Cameron. Il deviendra évidemment au cours de cette présentation que ma langue maternelle n'est pas français. Bien que je sois à la fois canadien et français, je suis un anglophone. Vous voulez donc excuser mes piètres compétences en français. De 1996 de 2014, je travaille dans le monde des médias, Dow Jones, Reuters, Rovi, Getty Images et Associated Press. Je rejoins l'expert AI en 2014 à Washington, D.C., dans le but d'aider la presse écrite et audiovisuelle à se digitaliser, notamment par l'utilisation de AI. Les slides qui accompagnent cette présentation sont en français, mais j'exprimerai en anglais. Eric et moi serons heureux de répondre à vos questions à la fin de la présentation, s'il nous reste du temps, ou nous invitions à nous rejoindre à la stand 43. J'aime commencer mes présentations par une histoire. Ma femme est un éditeur de vidéos dans une grande agence de presse. L'agence est un client d'Expert AI. Avant de la mise en œuvre de notre solution de Natural Language Understanding, après avoir choisi un thème ou un sujet de sa vidéo, par exemple les baleines dans la mer du Nord. Les baleines dans la mer du Nord. Les baleines bleues. Baleines bleues dans la mer du Nord. Elle recherche des contenus utiles, assets, dans les 5 différents référentiels de contenu interne, vidéo, texte, photo, audio et graphique, et sur 9 langues différentes avec un référentiel de recherche souvent différent pour chaque source. Une fois sa recherche terminée, elle pouvait commencer le processus de création. Comme vous le savez, la recherche prend beaucoup de temps. Avant de notre solution, au cours d'une journée normale, elle produisait 10 vidéos par jour, 3 de 5 minutes chacune. Une fois que l'agence adoptait notre solution, sa production quotidienne a augmenté de manière significative. 100%. Notre solution a permis de normaliser les tags, categories, dans les 5 référentiels du contenu en construisant des taxonomies spécifiques pour évaluer et adapter d'une façon simple. En outre, elle a permis une recherche fédérée, extraction, des entités, personnes, géographie, événements, dates, locations, et ça. Dans cette cas, les baleines bleues dans la mer du Nord, plus efficacement. La recherche est ainsi intégrée et fédérée dans la plateforme d'édition de vidéos afin de simplifier son travail et permettre de produire plus de contenus de qualité. Ici passé 10 vidéos de 20 vidéos par jour. L'impact sur les résultats commerciaux est difficilement mesurable, mais je peux dire qu'il y a une augmentation progressive de revenus car plus de contenu de qualité disponible. Des revenus incrémentaux supplémentaires.
j'ai eu le plaisir d'accompagner du nombre de clients de l'expert dans le secteur de la presse et des médias. AP, Dow Jones, Politico et Gannett, par exemple USA Today, pour citer quelques-uns. Les slides suivants vont nous permettre de voir ensemble différents cas d'utilisation de AI appliqués à la compréhension de la langue en production. Merci. Bon. Bon, alors, il parle mieux français que ça, mais comme là, il se concentre sur le texte, c'est un peu plus... Mais juste pour synthétiser, en fait, le cas d'usage, c'est que dans la création de vidéos, vous avez tous les assets à rechercher. Donc, vous allez chercher dans des assets de type texte, dans des assets de type vidéo, et ces recherches sont séparées. Donc, vous êtes obligé d'abord de faire une recherche ici, une recherche là, et de corréler toutes les informations que vous avez pour enfin, après, derrière, commencer votre processus de création dans une autre application. Ce qui fait que la création n'est pas du tout intégrée et potentiellement vous bossez avec des contenus qui ne sont pas forcément bien reliés entre eux. Là, l'idée, ça a été de créer une recherche fédérée complètement intégrée dans l'outil d'édition pour pouvoir faciliter le travail de l'éditeur. Et donc là, on est passé de 10 vidéos créées par jour à 20, sans pour autant rentrer dans une cadence folle. Hein. C'est juste en ayant plus d'efficience, tout en gardant, on va dire, une journée de travail normale. Là, on est passé 10 à 20. Voilà. Ce qui est significatif, puisque vous multipliez par le nombre d'éditeurs vidéo, et vous pouvez voir le type de contenu que vous pouvez créer. Donc voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il dit slide alors qu'il a naturellement envie de dire slides. et en français, on dit slide. Okay, but I just wanted to say that the most important fact is that in your database, unless you consistently tag and categorize your articles with the same keywords and the same metadata, to find it later makes it impossible. So the first thing we do with our clients is we normalize the database. So we take a classification schema, taxonomy or ontology, and we classify all the data the same way. Because then, when you're searching for it later to go into the creation process, you shorten the time of research and you increase the productivity time. So in my wife's case, she was able to increase her productivity 100% because the data or the information for the story was withdrawn or taken from the content bin and put into her content creation workflow right away. So she can begin the content creation cycle immediately, as opposed to spending however long it takes for each individual subject. So it's to remove les tâches à faible valeur et répétitives and tâches à forte valeur. I'm sorry, my French is terrible. With Dow Jones, not only did I work at Dow Jones, but I now look after them. They process 2 million articles through our software every day, and we process those articles according to the taxonomy or les codes DGID. We process each of those articles in under 0.2 milliseconds per article. So what's important is that before we were implemented, they were using keyword search. And then what they did was they developed a taxonomy. They have 3 taxonomies, and they're using 11 of the 12 different languages that we offer. So it's used around the world in terms of their creation process. USA Today, the most important thing for them was because applications on the mobile phone are becoming so much more popular, they needed to improve their mobile app for the people who are reading their articles. So using our using our software, they were able to create an application using one of our tools, which is called content recommendation. So the user identifies the topics that are of interest to them to populate their news feed on a day-to-day basis on their phone. At the same time, the software recognizes what they're interested in and can recommend other articles of a similar nature to the one that they're reading. So on the left, the user selects their articles. On the right, or in the middle, comes the themes of a
subject of the application, but we also recommend others based upon their reading habits. Bloomberg Law is another example. It's actually Bloomberg Law and Tax. In this instance, they have tax professionals and legal professionals who have to create information for the users that go to their website. So using our software, they're able to, first of all, sort the articles by subject, by category, by whatever the theme is, so that as their clients are coming to the website, because the taxonomy that they developed powers their SEO engine, which then allows the users to find what they want faster and read what they want faster. But equally, just recently, as in last week, we finalized a new product for Bloomberg Law and Tax, which we call a summarization engine. So they have tax professionals and legal professionals that are looking at government regulations, tax regulations, health regulations, all kinds of government-issued documents, which, by their very nature, you know the government can never say anything in a short number of words. It's always 30 pages of stuff that you have to read. So we developed a summarization that takes a template that their summary writers need to have and says, okay, from these kinds of documents, I need the following information. Date, ministry, tax code law, or legal code law, or whatever. You design a template. The machine then reads that template, goes into the document itself, extracts that data, populates it in a UI for the creator. So it's not natural language generation, it's natural language understanding. So now the content creator or the summary writer has all the relevant information in the UI, and they can begin their summary right away. So the machine has done the work of pulling out all of the relevant data into a summary field, and they can create faster. So what has this done for Bloomberg? I haven't got exact figures, but it's increased their ability to write summaries by 50%. So in other words, their summary writers are now producing 50% more than what they were the year before. But think of this application beyond just law and tax. It could be, you could be a researcher who's writing a summary of, I don't know, a particular company, Lagardère, or something like that. And that machine will extract the information for you, and you then can begin the process of writing that analyst report right away. So it's really a methodology. The net effect of this is it's to reduce the time spent in research and to increase productivity and to increase output and to increase timelines, particularly if you're in a time-sensitive market, particularly news. That's kind of what it looks like. So on the left-hand side, imagine the UI would be Premier. If the UI is on the left here, this is where the summary data is extracted. You click on the data so you can verify it if you want to be sure. Then over here on this side is the facts, and you can begin your creation process. And then once the summary is complete, it can be exported right into your system, so it appears on the website right away. Politico, again, another client of ours, particularly because Politico is focused on politics. It was important for their professional users to be able to identify early on, for example, which senator sits on which committees and which other senators are on that committee, how have they voted, how have they done in the past. So this is more to improve the user experience for their professional users that allows them to get their information faster and quicker. The important thing here is that we did all of this for them in 3 months. We covered 100% of their archive. There are 500 subjects and 2,500 people in organizations, and obviously with elections that changes, so you need to be able to add and subtract based upon whether people are in power anymore or not. So in the end, we created a much better experience for the user through their premium intelligence platform. Sony is another good example. I don't want to butt up against time for too long.
Sony has a clip licensing business as part of the studio. So if you're an advertiser, if you're a creator of other films, or if you're a producer and you're looking for a skyline of Paris, or sailing boats on the Mediterranean, or rivers in North America, all of these clips reside in their repository. So if you go there and you were looking for a clip, it was pretty difficult to find what you wanted because none of their content was classified and normalized consistently across the board. So again, by classifying all their content and normalizing it across the board, then the extraction of that information based on their taxonomy, which powers their SEO, allows their users to not only get to the clips of interest that they want to purchase, and we can also recommend other clips that might be of interest to them. Like if they're looking for river scenes, or if they're looking for harborfront scenes, or if they're looking for skylines, it could also pop up the skyline of Chicago, because maybe the skyline of Chicago you would prefer to New York or Paris or whatever. The whole point of the matter was that we wanted to speed up the process, allowing their clients to find the content that they want. And I can tell a quick story about Sony, and then I'll stop and take questions. So before we started the relationship with Sony, just before we started the relationship with Sony, they were approached by an advertising company who wanted to do a commercial on what's that really famous watch, the luxury watch, not Movado, Rolex. So Rolex wanted to do a commercial about Rolex watches. And what they wanted was a clip showing celebrities wearing a Rolex watch. So what Sony did was they hired hundreds of students to sit down and manually screen through the films looking for somebody wearing a Rolex watch. And then furthermore, once that was complete, for those celebrities that they identified a Rolex watch, they had to go to the prop cupboard to make sure that it was not a knockoff, that it was a real Rolex. The thing of it was that in their scripts, there's a prop list, and in the prop list it actually says whether there's a Rolex that was worn by this celebrity and whether or not it was real. So had they used our natural language understanding capability, we would have been able to go into the script notes for each film and say, okay, here are 15 celebrities that were wearing a Rolex watch. So it cost them, I don't know how much money to hire the students to get that done, and we could have done it for them in probably 10 or 15 seconds. Anyways, we're out of time, and I'm happy to take any questions. Thank you. Oh, sorry, the one thing about the future. So we are working on a subject that is near and dear to all newspapers and news providers. It's called fake news. So fake news is an enormous problem. We have different components within our software that can help you move towards dispelling fake news. But I think what's important is that we're not subject matter experts in fake news. What we are subject matter experts in is technology. So what we need to do is partner with somebody who really understands the fake news market, have them explain to us what is it they want to do. Do they want to be able to identify a fake news source just by looking at it? Or do they want to identify within a story that perhaps Macron was misquoted, or Ian Cameron's news source is not a real legitimate news source, it's not an accredited news source. But we need to better understand what's entailed in the fake news issue. And we're happy to work with any of you or all of you to help you get there, because I think our technology can help you do that with some human curation. Merci. Pour ajouter sur le sujet des fake news, en fait, dans notre plateforme, on a la capacité d'analyser les styles des contenus sur plus de 300 critères. Donc, en général, les fake news sont mal écrites. Donc, déjà, ça nous permet d'identifier si c'est bien écrit ou mal écrit. On est capable de regarder les sentiments. Une fake news, en général, est plutôt, on va dire, engagée. Donc, ça ne veut pas dire que c'est de la fake news, mais on est capable de vous aider dans le scoring en ajoutant ces paramètres. Après, derrière, on est capable de vous aider à identifier les faits dans les documents. Par contre, nous, une fois qu'on a les faits, on ne sait pas ce que nous voulons faire et on parle de quoi. Donc, c'est ça qu'on voudrait discuter. On a ces conversations-là avec d'autres de nos clients aux États-Unis notamment, mais c'est un sujet qui est vaste, parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est la source? Est-ce qu'on veut analyser le contenu ou disqualifier la source? Tout ça, c'est des questions qu'on aimerait discuter pour voir dans la vraie vie qu'est-ce qui vous ferait gagner du temps et surtout la pertinence. Donc voilà pour ce côté-là. Donc on vous remercie pour votre temps. On espère avoir été pertinent. Merci à Yann d'avoir fait l'effort
de parler en français et de vous donner quelques informations. Nous sommes au stand A43, donc n'hésitez pas si vous souhaitez prendre un café avec moi ou Yann, surtout Yann, j'imagine, n'hésitez pas, on est là avec plaisir pour répondre à vos questions.